Je n'aurais jamais cru que la solitude puisse être si bruyante. Mais certaines nuits, le silence de mon appartement parisien hurle plus fort que n'importe quelle foule. Pas plus tard que la semaine dernière, ma fille m'a dit « Maman, nous pensons que ce serait mieux que tu ailles en maison de retraite, moins de stress pour nous tous. » Ces mots m'ont blessée plus profondément que le froid de l'hiver qui s'infiltre à travers mes rideaux fins. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier? Je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer à ouvrir mon cœur. Je m'appelle Éléonore, et à 74 ans, je pensais avoir tout vu. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai découvert en consultant les relevés téléphoniques de ma fille. Ce que j'y ai trouvé a changé tout ce que je croyais savoir sur les personnes que j'avais passé ma vie entière à protéger et à aimer. Chaque matin commence de la même manière dans mon petit appartement de la rue du Commerce, dans le 15e arrondissement. J'ouvre mes yeux fatigués sur le bourdonnement étouffé de la vie citadine qui filtre par la fenêtre fissurée. La vague odeur de café un peu trop grillé du petit bistrot d'en bas monte à travers les murs minces, se mêlant à l'odeur de moisi des vieux livres et des souvenirs qui emplissent chaque recoin de cet endroit que j'appelle mon foyer depuis 37 ans. Je me traîne jusqu'à la minuscule cuisine, mes pantoufles faisant de doux bruits contre le lino usé. La cafetière se met à gargouiller et j'attends, regardant le liquide sombre s'égoutter lentement dans la verseuse. Ce rituel m'offre quelques instants de paix avant que le poids d'une nouvelle journée ne s'installe sur mes épaules. Le poids d'être oublié, d'être considérée comme un fardeau plutôt que comme la femme qui, autrefois, maintenait cette famille unie avec rien d'autre que de l'amour et de la détermination. Je sirote mon café seul à la petite table ronde près de la fenêtre, la même table où j'aidais autrefois mes enfants à faire leurs devoirs, où je faisais les comptes et m'inquiétais de payer le loyer. La lumière du matin filtre à travers la vitre poussiéreuse, projetant de longues ombres sur les murs jaunes qui n'ont pas été repeints depuis plus d'une décennie. Je saisis sans cesse mon téléphone, espérant un message, un appel, un simple bonjour de l'un de mes 3 enfants. Mais l'écran reste obstinément vide, aussi noir que le café qui refroidit dans mes mains. Le silence dans cet appartement n'est pas seulement calme, il est assourdissant. Il résonne de conversations qui n'ont jamais lieu, de rires qui ont déménagé vers d'autres endroits, d'autres vies. Parfois, je me parle à moi-même juste pour entendre une voix humaine, même si c'est la mienne, fêlée par l'âge et le manque d'usage. Puis, un après-midi de novembre, alors que le vent d'automne faisait vibrer mes fenêtres, je l'ai trouvé. Un morceau de papier sur le comptoir de ma cuisine, soigneusement plié en 2. L'écriture de ma fille Sophie, reconnaissable entre toutes après toutes ces années à lire ses notes d'école, ses dossiers d'inscription à l'université, ses faire-part de mariage. Mais ce n'était pas une invitation, c'était le contraire. « Maman, » disait la note, « nous avons décidé que ce serait mieux que tu ne viennes pas à l'anniversaire d'Emma ce week-end. Trop de monde, tu sais comme tu es vite dépassée. On t'enverra des photos. Emma. » Ma petite fille de 7 ans avec son sourire aux dents du bonheur et ses cheveux bouclés et sauvages, comme l'étaient ceux de sa grand-mère. La petite fille qui me suppliait autrefois de lui lire des histoires et de lui tresser les cheveux. L'enfant que je n'avais pas vu depuis 3 mois, bien qu'elle n'habite qu'à 2 stations de métro, vers Alésia. Je suis restée là, tenant cette note, et quelque chose en moi s'est fissuré. Pas brisé, fissuré, comme la glace sur un étang avant qu'elle ne se brise complètement. La piqûre du rejet a fait remonter un flot de souvenirs. Des photographies délavées rangées dans des boîtes à chaussures, l'odeur persistante de la pipe de mon défunt mari qui s'accrochait encore à son vieux pull dans le placard, les longues nuits que j'avais passées à ravaler ses paroles dures et ses silences cruels, juste pour maintenir la paix dans cette maison. C'est alors que j'ai réalisé la vérité qui grandissait en moi comme une tumeur depuis des mois. J'étais devenue invisible aux yeux des personnes pour qui j'avais tout sacrifié. Mais l'histoire commence vraiment il y a 45 ans, quand j'avais 29 ans et que je pensais savoir à quoi ressemblait l'amour. J'ai rencontré Jean-Pierre dans un petit restaurant de Montreuil où je faisais des doubles services, essayant d'économiser de l'argent pour l'école d'infirmière.
Il était beau de cette manière brute que les jeunes femmes prennent pour de la force, avec des cheveux sombres et des yeux qui promettèrent l'aventure. Il m'a séduite avec de grands gestes et des dîners coûteux que j'ai appris plus tard qu'il ne pouvait pas se permettre. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie à l'église Notre-Dame-des-Champs. Je portais la robe de ma mère, de la dentelle blanche jaunie par le temps mais toujours aussi belle. Jean-Pierre m'a promis le monde, et sotte que j'étais, je l'ai cru. J'ai abandonné l'école d'infirmière à la naissance de Sophie, puis de nouveau quand Mathieu est arrivé 2 ans plus tard, et j'ai finalement renoncé à tout rêve de carrière quand le petit Thomas est arrivé à mes 35 ans. Jean-Pierre avait de grandes idées, parlant toujours d'investissement et d'opportunités commerciales. Il travaillait dans le bâtiment, mais il rêvait de posséder sa propre entreprise, de gagner des millions dans l'immobilier, de bâtir une fortune qui nous mettrait à l'abri pour la vie. « Attends un peu, Hélé, » disait-il, en utilisant le surnom qui me faisait fondre autrefois. « Je vais nous rendre riches. Nous aurons tellement d'argent que nous n'aurons plus jamais à nous soucier de rien. » Mais les rêves de Jean-Pierre étaient plus grands que ses capacités, et son tempérament était plus grand que les deux réunis. Lorsque son entreprise de construction a fait faillite après 3 ans, il a blâmé tout le monde sauf lui-même. Lorsque ses placements en bourse ont mal tourné, il m'a accusé de ne pas le soutenir. Quand il a commencé à boire beaucoup, il a dit que c'était à cause de la pression que je lui mettais pour subvenir aux besoins de la famille. Je me souviens des premières années dans notre 2 pièces exiguës à Montreuil. Les murs étaient fins, peints d'un vert maladif qui me rappelait les couloirs d'hôpital. J'ai tout donné, pas seulement mes salaires du restaurant et plus tard de mon poste de secrétaire dans une compagnie d'assurance, mais mon âme même. Je nettoyais, cuisinais, soignais les genoux écorchés et les cœurs brisés, arbitrais les disputes entre frères et sœurs, aidais aux devoirs jusqu'à minuit, et oui, je pardonnais. Je pardonnais l'alcoolisme de Jean-Pierre, ses éclats de colère, ses disparitions les jours de paix, quand il rentrait les poches vides avec des histoires élaborées de malchance au poker. Les enfants étaient mon monde. Sophie, ma petite fille sérieuse aux yeux sombres qui lisait des livres bien au-delà de son âge et posait des questions qui me rendaient fière. Mathieu, mon athlète, grand et fort comme son père mais avec une douceur que Jean-Pierre n'a jamais possédée. Et Thomas, mon bébé, né alors que je me croyais trop vieille pour avoir d'autres enfants, doux et sensible et toujours accroché à mon tablier. J'ai cumulé 2 emplois pendant 15 ans. Les journées au bureau d'assurance, les soirs et les week-ends à nettoyer des bureaux dans le centre. Mes mains étaient toujours à vif à cause de l'eau de Javel et du désinfectant. Mon dos me faisait mal à force de me pencher sur les toilettes et de frotter les sols, mais je me disais que c'était temporaire. Juste le temps que Jean-Pierre se remette sur pied. Juste le temps que les enfants grandissent. Juste le temps que nous puissions nous permettre mieux. Mais le temporaire s'est étiré sur des décennies et les promesses de Jean-Pierre ne se sont jamais matérialisées. Au lieu de cela, ses échecs se sont multipliés comme de la mauvaise herbe dans un jardin non entretenu. Il a investi nos maigres économies dans le restaurant d'un ami qui a fermé après 6 mois. Il a acheté des billets de loterie avec l'argent des courses, convaincu que sa chance allait tourner. Il s'est mis à parler de crypto-monnaies et de Bitcoin, téléchargeant des applications et des graphiques, restant éveillé toute la nuit à étudier ce qu'il appelait l'analyse de marché, mais réussissant toujours à perdre l'argent qu'il y mettait. « C'est le coup du siècle, Hélé », disait-il en me montrant des impressions de cours du Bitcoin et des graphiques boursiers que je ne comprenais pas. « C'est comme ça qu'on va faire fortune. Regarde ces rendements, on pourrait être millionnaire en 1 an. » Mais nous ne sommes jamais devenus millionnaires. Au lieu de cela, nous vivions au jour le jour pendant que Jean-Pierre poursuivait des rêves qui semblaient toujours lui filer entre les doigts comme de la fumée. J'étais l'encre qui maintenait notre famille unie pendant ces années turbulentes. Quand Sophie a eu besoin d'argent pour l'université, j'ai fait des heures supplémentaires et j'ai vendu les bijoux de ma mère. Quand Mathieu a voulu jouer au football, j'ai acheté son équipement avec l'argent que j'avais économisé en sautant le déjeuner pendant 3 mois. Quand Thomas a eu des difficultés d'apprentissage, je l'ai conduit à des cours de soutien après des journées de travail de 14 heures, m'endormant dans la voiture en attendant qu'ils finissent. Je n'ai jamais demandé de gratitude. Je n'ai jamais tenu les comptes. L'amour, je le croyais, n'était pas une transaction. C'était un cadeau que l'on offrait librement, sans rien attendre en retour. Et j'ai donné tout ce que j'avais.
Jean-Pierre est mort d'une crise cardiaque quand j'avais 58 ans, me laissant avec une montagne de dettes et 3 enfants adultes qui s'étaient habitués à mes sacrifices sans jamais les reconnaître. L'assurance vie pour laquelle nous avions lutté pour payer les primes pendant 20 ans avait expiré le mois avant sa mort. Il n'y avait pas d'héritage, pas de bas de laine, pas de récompense pour toutes ces années de travail acharné et de choix encore plus durs. Mais il y avait autre chose, quelque chose que j'ai découvert en parcourant les papiers de Jean-Pierre après l'enterrement. Des relevés bancaires montrant des retraits dont je ne savais rien. Des factures de cartes de crédit pour des achats que je n'avais jamais faits. Et le plus écrasant de tout, un compte d'investissement familial qu'il avait ouvert à mon insu, financé avec de l'argent qu'il avait pris sur notre budget familial au fil des ans. Le compte avait été vidé quelques mois avant sa mort. L'argent transféré sur un compte que je ne pouvais pas tracer. Même dans la mort, Jean-Pierre m'avait laissé porter le fardeau de ses échecs. Les enfants ont aidé pour les frais d'enterrement, mais j'ai remarqué comment ils ont divisé les coûts entre eux, calculant leur part au centime près. Ils ne m'ont pas demandé si j'avais besoin d'aide pour le loyer ou les courses. Ils n'ont pas proposé de prendre en charge les factures qui semblaient soudainement insurmontables avec mon salaire de secrétaire. Ils ont simplement supposé que je me débrouillerais, comme je l'avais toujours fait. Et je me suis débrouillée. J'ai travaillé jusqu'à 68 ans, économisant chaque centime que je pouvais. J'ai vendu tout ce qui avait de la valeur dans l'appartement. Les outils de Jean-Pierre, la porcelaine de ma grand-mère, même ma bague de fiançailles. Je vivais de pâtes et de soupes. Je portais des vêtements de friperie et je n'ai jamais pris de vacances ni acheté quoi que ce soit qui ne soit pas absolument nécessaire. Au moment de ma retraite, j'avais constitué un petit pécule. Pas la vaste fortune dont Jean-Pierre avait toujours rêvé, mais assez pour payer mon loyer et mes courses sans passer des nuits blanches à m'inquiéter de l'argent. Environ 50 000 € d'économie et une petite pension de la compagnie d'assurance. Pas la richesse, en aucun cas, mais une sécurité d'un genre que je n'avais jamais connu. Je pensais que mes enfants seraient fiers de moi. Je pensais qu'ils verraient comment j'avais réussi à construire quelque chose à partir de rien, comment j'avais survécu et même prospéré après la mort de leur père. Je pensais qu'ils apprécieraient la femme qui avait sacrifié ses propres rêves pour rendre les leurs possibles. J'avais tort. La première fois que Sophie a demandé à emprunter de l'argent, je n'ai pas hésité. Elle divorçait, disait-elle. Les frais de justice étaient chers. Elle avait juste besoin de quelques milliers d'euros pour se remettre sur pied. Bien sûr que je l'ai aidée. C'était ma fille, et elle souffrait. La deuxième fois, c'était Mathieu. Son restaurant avait des difficultés. Juste un problème de trésorerie temporaire. Il me rembourserait avec intérêt dès que les choses s'arrangeraient. Je lui ai fait un chèque de 10 000 € sans réfléchir. Thomas avait besoin d'argent pour les frais médicaux de sa fille. Sa propre fille, ma petite fille Emma, avait des retards de développement et avait besoin d'une thérapie spécialisée. Comment pouvais-je dire non à cela? Mais les prêts n'ont jamais été remboursés. Les conversations sur le remboursement se sont faites plus courtes et moins fréquentes jusqu'à ce qu'elles cessent complètement. Quand j'ai gentiment abordé le sujet de l'argent, mes enfants m'ont regardé comme si j'avais commis une sorte de crime social. « Maman, on est une famille », disait Sophie. « Tu n'as pas besoin de compter chaque centime. Ce n'est pas comme si tu étais dans le besoin », ajoutait Mathieu. « Tu as ta pension et tes économies. C'est nous qui avons des crédits immobiliers et des enfants à l'université. Tu as toujours été si généreuse avant, » disait Thomas, réussissant à faire passer la générosité pour une obligation plutôt qu'un choix. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas les demandes d'argent. C'était la présomption que mon argent était en quelque sorte le leur. Que mes années de sacrifice m'avaient valu le privilège de continuer à me sacrifier pour leur confort et leur commodité. J'ai commencé à remarquer les petites choses d'abord. Comment ils n'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose? Comment les visites devenaient plus courtes et moins fréquentes? Comment mes opinions étaient rejetées avec des sourires condescendants et des phrases comme « c'est bien, maman » ou « tu ne comprendrais pas ». Quand j'essayais de partager des histoires sur mon enfance ou mon mariage avec leur père, leurs yeux devenaient vitreux. Quand j'offrais des conseils basés sur des décennies d'expérience, ils changeaient de sujet. Quand je m'intéressais à leur vie, leur travail, leurs amis, leurs espoirs et leurs craintes,
Ils me donnaient des réponses vagues et regardaient à leur téléphone. J'étais en train de devenir un meuble dans leur vie. Un meuble utile, certes, le genre de fauteuil fiable et confortable que l'on tient pour acquis jusqu'à ce qu'on ait besoin de s'asseoir. Mais un meuble quand même. La prise de conscience m'a frappée un soir au printemps dernier, lors de ce que je pensais être un agréable dîner de famille chez Sophie. Elle m'avait invitée pour fêter son nouveau travail, et j'étais si excitée de passer du temps avec tout le monde. J'avais apporté un hachis parmentier fait maison et une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale. Mais assise à cette table, entourée de mes enfants et petits-enfants, je me sentais plus seule que je ne l'avais jamais été dans mon appartement vide. Ils parlaient autour de moi, pas à moi. Ils discutaient des vacances qu'ils prévoyaient, des restaurants qu'ils voulaient essayer, des films qu'ils avaient vus, tout cela sans me demander si je voulais les rejoindre ou si j'avais un avis à donner. J'aurais aussi bien pu être invisible. Après le dîner, alors que je faisais la vaisselle dans la cuisine de Sophie, parce que bien sûr, c'est moi qui faisais la vaisselle, j'ai surpris une conversation qui m'a glacé le sang. Mathieu était au téléphone dans le salon attenant, sa voix basse mais pas assez basse. « Oui, elle est là, » disait-il. « Elle a encore apporté son gratin. Je sais, mais il faut bien qu'elle reste contente. Elle est assise sur tout cet argent et on en aura bien besoin un jour. » Le plat que je tenais m'a glissé des mains et s'est brisé sur le sol de la cuisine. Le bruit a semblé résonner dans toute la maison, et soudain tout le monde était là, me demandant si j'allais bien, m'aidant à ramasser les morceaux cassés. Mais je n'allais pas bien. Le plat pouvait être remplacé, mais quelque chose en moi s'était brisé qui ne pouvait pas être réparé si facilement. Il faut bien qu'elle reste contente. Ces mots ont tourné en boucle dans mon esprit pendant tout le trajet de retour en métro. Elle est assise sur tout cet argent. Comme si les économies de ma vie étaient une sorte de fonds en fiducie qu'ils attendaient d'hériter. Comme si ma valeur en tant que mère et grand-mère se mesurait entièrement en euros. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai déambulé dans mon appartement, regardant les photographies sur les murs, les souvenirs éparpillés sur les tables et les étagères, des photos de fêtes d'anniversaire et de remises de diplômes, de vacances en famille et de dîners de fête. Sur chaque photo, j'étais là, cuisinant, nettoyant, organisant, facilitant, m'assurant que tout le monde était heureux et à l'aise. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un m'avait demandé si j'étais heureuse? Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait essayé de me mettre à l'aise? J'ai commencé à être plus attentive après cela, écoutant plus attentivement ce que mes enfants disaient et ne disaient pas. Observant comment ils interagissaient avec moi par rapport à la façon dont ils interagissaient entre eux. Et lentement, douloureusement, un schéma a émergé. Ils avaient appris à me voir comme une ressource plutôt que comme une personne. Quelqu'un qui existait pour répondre à leurs besoins, résoudre leurs problèmes et financer leurs rêves. Et je les avais entraînés à penser de cette façon à travers des décennies de dons désintéressés, qui étaient devenus en quelque sorte une prise égoïste. La conversation sur la maison de retraite a eu lieu un mardi de novembre. Sophie avait appelé pour dire qu'elle passait avec Mathieu pour discuter de quelque chose d'important. J'ai fait du café et sorti les bons biscuits, les plus chers que je gardais habituellement pour les occasions spéciales. Je pensais qu'ils voulaient peut-être organiser quelque chose de bien pour les fêtes, ou peut-être qu'ils avaient enfin décidé de m'emmener à l'une de ces vacances en famille dont ils parlaient toujours. Au lieu de cela, ils se sont assis sur mon canapé usé et m'ont dit qu'ils avaient fait des recherches sur les résidences pour personnes âgées. « Ce n'est pas personnel, maman », a dit Sophie, sa voix prenant ce ton patient que les gens utilisent pour expliquer quelque chose à un enfant. « C'est juste qu'on s'inquiète pour toi qui vis seul. Et si tu tombais et que tu ne pouvais pas appeler à l'aide? Et si tu oubliais d'éteindre la cuisinière ou de fermer la porte à clé? Tu ne rajeunis pas, a ajouté Mathieu. Et nous sommes tous si occupés avec nos propres familles et carrières. Nous ne pouvons pas passer te voir tout le temps. Il y a des endroits vraiment bien en grande banlieue, a poursuivi Sophie. Propres, sûrs, avec des activités et des gens de ton âge. Tu te ferais des amis. Tu aurais quelqu'un pour prendre soin de toi. Je suis restée assise à les écouter planifier ma vie comme si je n'étais pas dans la pièce. Comme si mes opinions et mes préférences n'avaient pas d'importance.
comme si la décision de l'endroit où je passerais mes dernières années leur appartenait plutôt qu'à moi. Et mon appartement? J'ai demandé. J'y vis depuis 37 ans. On le vendrait, bien sûr, a dit Mathieu. L'immobilier à Paris est fou en ce moment. Tu en tirerais probablement assez pour payer la maison de retraite pendant plusieurs années. Mon appartement. L'endroit où j'avais élevé mes enfants, pleuré mon mari, construit ma petite mais significative vie. Les murs qui contenaient des décennies de souvenirs, les pièces qui avaient été témoins de mes plus grandes joies et de mes plus profondes peines. Ils voulèrent le vendre comme s'il s'agissait d'une marchandise parmi d'autres, d'un autre actif à liquider pour leur commodité. Je ne veux pas vivre en banlieue, ai-je dit doucement. Maman, tu n'as même pas vu les endroits que nous avons sélectionnés, a dit Sophie. Regarde au moins les brochures. Mais je ne regardais pas les brochures. Je regardais les visages de mes enfants, essayant de trouver une trace des bébés que j'avais bercés, des tout-petits à qui j'avais appris à faire leurs lacets, des adolescents que j'avais attendus les vendredis soirs. Où étaient passées ces personnes? Quand avaient-elles été remplacées par ces étrangers qui parlaient de ma vie en termes de commodité et de coût? Je n'irai pas en maison de retraite, ai-je dit, ma voix plus forte que je ne le pensais. Ils ont échangé un regard, le genre de regard que les parents se lancent lorsque leur enfant est déraisonnable. « Maman, tu es têtue, » a dit Mathieu. « Nous essayons de faire ce qui est le mieux pour tout le monde. Ce qui est le mieux pour tout le monde, ou ce qui est le mieux pour vous. » La question est restée en suspens dans l'air comme la fumée de la vieille pipe de Jean-Pierre. Le visage de Sophie s'est crispé et Mathieu s'est agité inconfortablement sur le canapé. « Ce n'est pas juste, » a dit Sophie. « Nous pensons à ta sécurité, à ton bien-être. Nous t'aimons. » Mais en les regardant assis là dans mon salon, entourés de la vie que j'avais construite de mes propres mains, j'ai réalisé qu'ils ne m'aimaient pas. Pas la vraie moi, en tout cas. Ils aimaient l'idée de moi, le souvenir de la mère qui avait toujours été là pour nettoyer leurs dégâts et financer leurs rêves. Ils aimaient la femme qui ne disait jamais non, ne posait jamais de questions, ne mettait jamais ses propres besoins en premier. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais vraiment sous toute cette générosité. Ni moi non plus, commençai-je à le réaliser. Après leur départ ce soir-là, promettant de me donner le temps d'y réfléchir comme si mes objections n'étaient là qu'une résistance temporaire qui s'estomperait avec un conditionnement approprié, je suis restée assise dans mon appartement vide et j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où j'avais fait quelque chose purement pour moi-même. La dernière fois où j'avais acheté quelque chose que je voulais plutôt que dont j'avais besoin. La dernière fois où j'avais pris une décision basée sur ce qui me rendrait heureuse plutôt que sur ce qui faciliterait la vie de quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas m'en souvenir. Cette femme semblait avoir disparu quelque part en chemin, enterrée sous des couches de devoirs et de sacrifices. Mais si elle était encore là, quelque part, peut-être n'était-il pas trop tard pour la retrouver. La première chose que j'ai faite a été de commencer à prêter attention à mon téléphone. Pas seulement vérifier les messages qui n'arrivaient jamais, mais regarder les schémas de quand mes enfants me contactaient réellement. C'était toujours transactionnel. Des demandes d'argent, des exigences de babysitting, des obligations déguisées en invitations. Peux-tu garder Emma ce week-end? Nous allons à Deauville avec des amis. Maman, peux-tu me prêter 2000 €? Je te rembourserai le mois prochain. Ils ne l'ont jamais fait. Nous avons besoin que tu fasses cette salade de pommes de terre pour la kermesse de la paroisse. Tu la fais mieux que personne. Jamais un simple « Comment vas-tu » ou « Qu'as-tu fait de beau » ou « Voudrais-tu qu'on déjeune ensemble ?» Toujours des requêtes, toujours des exigences, toujours en supposant que ma réponse serait « oui ». Alors j'ai décidé de commencer à dire « non ». J'ai commencé petit. Quand Sophie m'a demandé de garder Emma tout un week-end pour qu'elle puisse aller à une retraite spa en Normandie, j'ai dit que j'avais déjà des projets. Ce n'était pas le cas, mais ce n'était pas la question. La question était que mon temps avait de la valeur et que je n'étais nullement obligée de le donner simplement parce que quelqu'un le demandait. « Quel projet ?» a exigé Sophie, comme si je lui devais une explication. « Des projets personnels », ai-je dit. Quand Mathieu a appelé pour demander de l'argent pour couvrir le loyer de son restaurant, je lui ai dit que je devais y réfléchir. Puis je n'ai pas rappelé pendant 3 jours. Quand j'ai finalement appelé, j'ai dit non. Je ne pouvais pas me permettre de lui prêter plus d'argent pour le moment. « Mais maman, je pourrais perdre le restaurant », a-t-il dit.
Je suis désolée de l'entendre, ai-je répondu. Peut-être que la banque peut t'aider. Quand Thomas m'a demandé d'organiser le dîner de Noël pour toute la famille élargie, 23 personnes, y compris les parents de sa femme, j'ai dit que c'était trop pour moi cette année. Quelqu'un d'autre devrait prendre le relais. Mais tu le fais toujours, a-t-il protesté. Personne d'autre ne sait faire ta farce. Ce n'est pas si compliqué, ai-je dit. Je t'enverrai la recette par email. Chaque nom me donnait l'impression d'avaler du verre au début. J'avais été conditionnée pendant des décennies à croire que ma valeur résidait dans mon utilité, que l'amour était quelque chose que je devais mériter par un don constant. Dire non me semblait égoïste, cruel, contre nature. Mais j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Le monde ne s'est pas arrêté. Mes enfants n'ont pas cessé de me parler. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Ils avaient encore besoin de choses de moi. Ils ont juste dû ajuster leurs attentes et apprendre à demander plutôt qu'à exiger. Plus important encore, j'ai commencé à me souvenir de ce que c'était que d'avoir des limites, de posséder mon propre temps, mon énergie et mon argent, de faire des choix basés sur ce que je voulais plutôt que sur ce que les autres attendaient. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentais comme une personne plutôt qu'un prestataire de service. Mais je me sentais aussi coupable. Tard dans la nuit, je restais éveillée à me demander si j'étais trop dure, trop égoïste. Peut-être qu'ils avaient vraiment besoin de mon aide. Peut-être que j'étais juste amère et pleine de ressentiment, passant mes frustrations sur des enfants innocents qui ne voulaient que le meilleur pour leur famille. Puis je me souvenais des mots de Mathieu. Il faut bien qu'elle reste contente. Elle est assise sur tout cet argent. Et la culpabilité se transformait en quelque chose de plus dur et de plus pur, la détermination. C'est vers Noël que j'ai trouvé les relevés téléphoniques. Sophie avait laissé son téléphone sur ma table de cuisine en passant déposer Emma après l'école. Elle était partie précipitamment pour rencontrer un client, promettant de revenir dans 1 heure pour récupérer sa fille et son téléphone. Emma était dans le salon, coloriant des dessins et bavardant sur sa journée, et le téléphone était juste là, s'allumant de temps en temps avec des notifications. Je n'avais pas l'intention de fouiner. Je ne suis pas ce genre de personne. Mais quand le téléphone a vibré pour la 5e fois en 10 minutes, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran par habitude. La notification montrait un appel manqué d'un numéro que je ne reconnaissais pas, suivi de 3 textos du même numéro. « Tu lui as parlé de l'endroit en banlieue ? Assure-toi qu'elle signe les papiers cette semaine. L'acheteur est prêt à agir vite pour l'appartement. » Mes mains se sont mises à trembler en lisant ces messages. « Acheteur ? Quel acheteur ? » Sans vraiment réfléchir à ce que je faisais, j'ai pris le téléphone et j'ai fait défiler les appels récents de Sophie. Le même numéro inconnu apparaissait encore et encore. Parfois 2 ou 3 fois par jour, souvent tard le soir, après 22 heures. Des appels qui duraient 20, 30, parfois 40 minutes. À qui ma fille parlait-elle tous les soirs? Et pourquoi l'idée de le découvrir me terrifiait-elle? J'ai cherché le numéro en ligne. Les résultats de la recherche m'ont glacé le sang. Résidence du Manoir des Chênes, EHPAD, Essonne. En dessous, le site d'un agent immobilier faisant la publicité d'achat rapide en espèces de logement de seniors. Ils ne se contentaient pas de prévoir de me mettre en maison de retraite. Ils en avaient déjà choisi une. Ils avaient déjà été en contact avec un agent immobilier. Ils prenaient des dispositions pour ma vie sans ma connaissance ni mon consentement, comme si j'étais une enfant ou une invalide plutôt qu'une adulte compétente. Mais ce qui m'a horrifiée encore plus, c'est la prise de conscience que ces conversations duraient depuis des mois. Toutes ces nuits où j'étais assise seule dans mon appartement, ma famille me manquant et me demandant pourquoi ils n'appelaient jamais, Sophie était au téléphone avec des étrangers, planifiant comment se débarrasser de moi et profiter de la vente de ma maison. J'ai entendu la voix d'Emma depuis le salon, demandant du jus de fruits, et j'ai rapidement reposé le téléphone où Sophie l'avait laissé. Mais mon esprit était en ébullition. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de ces conversations y avait-il eu? Qu'avait-il promis exactement à la maison de retraite et à l'agent immobilier? Quand Sophie est revenue 1 heure plus tard, j'ai observé attentivement son visage, alors qu'elle prenait son téléphone et vérifiait ses messages. Elle les a fait défiler rapidement, puis m'a regardée avec ce que je reconnaissais maintenant comme une douceur calculée. « Maman, j'ai oublié de te dire,
Mathieu et moi avons trouvé un autre établissement que nous aimerions que tu vois. Il est vraiment bien, et ils ont une place de libre le mois prochain. Voudrais-tu voir des photos? Non, ai-je dit doucement. Je ne voudrais pas. Elle a cligné des yeux, ne s'attendant manifestement pas à cette réponse. Tu ne veux pas, au moins? Non, Sophie. Je ne veux pas voir de photos de maisons de retraite. Je ne veux pas discuter des résidences pour personnes âgées. Je ne veux pas déménager en banlieue. Je te l'ai déjà dit. Son expression s'est légèrement durcie. Maman, nous avons essayé d'être patients avec toi, mais tu n'es pas raisonnable. Tu ne peux pas vivre seule pour toujours. Et s'il t'arrivait quelque chose? Et s'il m'arrivait quelque chose ici, dans ma propre maison, entourée de mes propres affaires et de mes propres souvenirs? Et si je mourais paisiblement dans mon propre lit au lieu d'une chambre stérile en banlieue, entourée d'étrangers? C'est morbide, a-t-elle dit, rassemblant les affaires d'Emma avec des mouvements secs et colériques. Nous essayons de prendre soin de toi. Non, ai-je dit, ma voix montant avec une colère que j'avais gardée enfouie trop longtemps. Vous essayez de prendre soin de vous-même. Vous essayez de liquider mes actifs et de m'entreposer dans un endroit pratique pour ne plus avoir à penser à moi. Le visage de Sophie est devenu blême. Ce n'est pas vrai. C'est une chose terrible à dire. Vraiment? Alors explique-moi pourquoi tu parles à des maisons de retraite et à des agents immobiliers sans me le dire. Explique-moi pourquoi tu planifies mon avenir dans mon dos. Pendant un instant, elle a semblé vraiment choquée que je le sache. Puis son expression a changé pour quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un calcul froid mêlé à une fureur à peine contenue. « Tu as fouillé dans mon téléphone ?» a-t-elle dit, sa voix dangereuse. « Tu l'as laissé sur ma table. Les messages étaient juste là, sur l'écran. C'est une violation de la vie privée, maman. Tu n'avais pas le droit. » Je n'avais pas le droit. Je me suis levée, tout mon corps tremblant de 74 ans de rage réprimée. Je n'avais pas le droit de savoir que ma propre fille complotait pour me faire interner contre ma volonté. Je n'avais pas le droit de savoir que vous négociez la vente de ma maison à mon insu. Emma s'est mise à pleurer dans l'autre pièce, effrayée par le son des voix qui s'élevaient. Sophie s'est précipitée pour la réconforter, lui chuchotant des mots apaisants et me lançant des regards qui auraient donc pu faire fondre l'acier. « Regarde ce que tu as fait », a-t-elle sifflé. « Tu as bouleversé Emma. » Mais j'en avais fini d'être blâmée pour le malaise des autres. Fini d'être la méchante dans l'histoire de ma propre vie. « Sors », ai-je dit doucement. « Quoi ? Prends ta fille et sors de ma maison. Ne reviens pas tant que tu ne seras pas prête à me traiter avec le respect que je mérite. » Sophie a rassemblé Emma et ses affaires, marmonnant entre ses dents sur les parents ingrats et la difficulté d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Mais j'ai remarqué qu'elle n'a pas nié ce dont je l'avais accusée. Elle n'a pas expliqué, ni présenté d'excuses, ni promis de m'inclure dans les futures décisions concernant ma propre vie. Elle est juste partie, claquant ma porte derrière elle assez fort pour faire vibrer les fenêtres. Et pour la première fois depuis des mois, le silence dans mon appartement ne m'a pas semblé oppressant. Il m'a semblé être la paix. Mais la paix n'a pas duré longtemps. En quelques heures, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord Mathieu, puis Thomas, puis de nouveau Sophie. Tous voulaient savoir ce qui s'était passé, pourquoi j'avais mis Sophie dehors, pourquoi j'étais si déraisonnable. Je n'ai répondu à aucun des appels. Cette nuit-là, je suis restée couchée dans mon lit, à regarder le plafond et à penser aux relevés téléphoniques, aux agents immobiliers et aux maisons de retraite en banlieue. J'ai pensé à tout l'argent que j'avais prêté à mes enfants au fil des ans, un argent qui n'a jamais été remboursé. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais dit oui alors que je voulais dire non, à toutes les façons dont je m'étais effacée pour faire de la place à leurs besoins, leurs désirs et leurs exigences, mais surtout, j'ai pensé à la femme que j'étais avant de devenir mère. La jeune femme qui avait travaillé dans le restaurant de Jean-Pierre, qui avait rêvé de devenir infirmière, qui croyait pouvoir changer le monde, impatient à la fois. Où était-elle passée? Quand avais-je cessé de me voir comme Éléonore pour ne plus me voir que comme maman? Peut-être n'était-il pas trop tard pour la retrouver? Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 20 ans. Je me suis déclarée malade pour mon bénévolat à l'église et j'ai pris une journée pour ma santé mentale.
Je me suis préparé un bon petit déjeuner. De vrais œufs, pas seulement des tartines et du café, et je me suis assise près de la fenêtre à regarder le monde passer sur la rue du commerce. J'ai regardé de jeunes mères poussant des poussettes, l'air harassé et épuisé d'une manière qui me rappelait des souvenirs. J'ai regardé des couples âgés marcher main dans la main, et j'ai ressenti une pointe de chagrin pour Jean-Pierre malgré tout. J'ai regardé des adolescents sécher les cours, riants et insouciants, et je me suis souvenu d'avoir été jeune aussi. Quand avais-je cessé de regarder le monde? Quand étais-je devenu si concentré sur les besoins des autres que j'avais oublié de remarquer ma propre vie qui se déroulait autour de moi? Cet après-midi-là, j'ai marché jusqu'au parc Montsouris et je me suis assise sur un banc près du lac. Il faisait froid pour un mois de décembre. Le genre de journée d'hiver vive qui vous fait mal aux joues, mais vous remplit les poumons d'un air pur et vif. Je n'étais pas allée au parc depuis des années, même s'il se trouvait à moins de 10 rues de mon appartement. J'y emmenais mes enfants quand ils étaient petits. Sophie nourrissait les canards pendant que Mathieu grimpait aux arbres et que Thomas ramassait des feuilles pour des projets scolaires. Nous passions des samedis entiers ici, à pique-niquer, à jouer à des jeux et simplement à être ensemble. Quand avions-nous cessé de faire des choses comme ça? Quand le temps en famille s'était-il limité aux dîners de fête et aux visites obligatoires? Mon téléphone a vibré avec un texto de Thomas. « Maman, Sophie nous a raconté ce qui s'est passé. On peut parler? » J'ai éteint le téléphone et l'ai remis dans mon sac. Une jeune femme est passée en courant avec un chien, tous deux semblant heureux et vivants d'une manière qui m'a rendue envieuse. Quand était-ce la dernière fois que j'avais ressenti ce genre de joie simple? Quand était-ce la dernière fois que j'avais bougé mon corps juste pour le plaisir du mouvement? Respirer de l'air, juste pour le plaisir de respirer. J'ai décidé de rentrer à pied au lieu de prendre le bus. Cela m'a pris 1 heure. Et quand j'ai atteint mon immeuble, mes pieds me faisaient mal et j'étais essoufflée. Mais je me sentais aussi plus éveillée que je ne l'avais été depuis des mois. Plus présente, plus réelle. Ce soir-là, je me suis préparé un vrai dîner. Pas seulement un sandwich ou un bol de soupe, mais un vrai repas avec des légumes, des protéines et un dessert. J'ai mis la table avec ma belle vaisselle, allumé une bougie et mangé lentement en écoutant du jazz à la radio. C'était révolutionnaire. Ce simple acte de prendre soin de moi, de me traiter avec la même gentillesse que j'avais passé des décennies à prodiguer aux autres. Après le dîner, j'ai ouvert une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale. Puis j'ai réalisé qu'être seule dans ma propre maison, libre des exigences et des attentes des autres, était une occasion spéciale en soi. J'ai bu le vin et j'ai regardé de vieux albums photos, mais cette fois, je ne regardais pas les photos de mes enfants ou de mon défunt mari. Je cherchais des photos de moi. La jeune femme au sourire éclatant et aux yeux pleins d'espoir. La femme d'âge mûr essayant de tout maintenir ensemble. La femme plus âgée qui s'était perdue quelque part en chemin. Sur chaque photo, j'étais là en arrière-plan, servant, nettoyant, organisant, facilitant, m'assurant que tout le monde était à l'aise et heureux. Mais je n'ai pas pu trouver une seule photo où j'avais l'air vraiment détendue, vraiment contente. Dans chaque image, même les plus heureuses, il y avait quelque chose de tendu autour de mes yeux, quelque chose de fatigué et de résigné. J'avais disparu, pixel par pixel, année après année, jusqu'à devenir invisible même à mes propres yeux. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je savais ce que je devais faire. D'abord, j'ai rassemblé tous les papiers relatifs à mes finances, relevés bancaires, police d'assurance, compte d'investissement, documents de sécurité sociale. Je les ai tous étalés sur ma table de salle à manger et j'ai vraiment regardé ce que j'avais. Ce n'était pas une fortune, loin de là, mais c'était plus que je ne l'avais réalisé. L'assurance vie de mon travail de secrétaire avait accumulé une certaine valeur au fil des ans. Ma petite pension, combinée à la sécurité sociale, suffisait à couvrir mes dépenses de base avec un petit extra. Et mon compte d'épargne, épuisé par les prêts à mes enfants, mais toujours substantiel, représentait des décennies de budgétisation soignée et de sacrifices. C'était mon argent. De l'argent que j'avais gagné par des années de travail, de soucis et de privations. De l'argent qui représentait ma sécurité, mon indépendance, ma capacité à faire des choix sur mon propre avenir. Et mes enfants prévoyaient de tout me prendre. Ensuite,
J'ai appelé ma banque et je me suis renseignée sur leur service de planification financière. Je n'avais jamais pensé avoir besoin d'aide professionnelle pour gérer mon argent. Ce n'était pas compliqué, et je le faisais moi-même depuis des décennies. Mais j'ai réalisé que j'avais besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à protéger ce que j'avais travaillé si dur à construire. La conseillère financière que j'ai rencontrée était une femme aimable nommée Martine, à peu près de l'âge de Sophie, mais avec une chaleur sincère dans les yeux. Elle a examiné mes documents et m'a interrogée sur mes objectifs pour cet argent. Pas les objectifs de mes enfants ou de ma famille, mais les miens. Je veux m'assurer que personne ne peut me forcer à aller en maison de retraite contre ma volonté, lui ai-je dit. Je veux savoir que cet argent sera là pour mes choix, pas pour la commodité de quelqu'un d'autre. Martine a hoché la tête et a pris des notes. Nous pouvons mettre en place certaines structures pour protéger vos actifs, a-t-elle dit. Une fiducie, peut-être, ou certains comptes à accès restreint. L'important est de vous assurer que vous gardez le contrôle tant que vous êtes compétente, et que vos volontés sont respectées si jamais vous devenez incapable de prendre des décisions par vous-même. Mes enfants n'aimeront pas ça, ai-je dit. Il ne s'agit pas de ce qu'ils aiment, a répondu doucement Martine. Il s'agit de ce que vous voulez. C'est votre argent, Madame Dubois. C'est à vous de décider comment il est utilisé. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai travaillé avec Martine pour restructurer mes finances. Nous avons mis en place une fiducie révocable qui protégerait mes actifs contre toute liquidation contre ma volonté. Nous avons établi des directives anticipées qui spécifiaient exactement le type de soins que je voulais et ne voulais pas. Nous avons même examiné les services de soins à domicile et les modifications que je pourrais apporter à mon appartement pour vieillir chez moi en toute sécurité. Je me sentais comme un général se préparant pour la bataille. Et peut-être que c'était exactement ce que j'étais. La confrontation est arrivée plus tôt que prévu. Un jeudi soir de janvier enneigé, mes 3 enfants se sont présentés à ma porte sans prévenir. Ils sont entrés en secouant les flocons de neige et en commentant le temps, agissant comme si rien ne s'était passé entre Sophie et moi. On a apporté de la nourriture chinoise, a annoncé Mathieu, brandissant des sacs de notre ancien restaurant familial. On s'est dit qu'on pourrait dîner tranquillement et discuter. Je les ai laissés entrer parce que j'étais curieuse de voir quelle serait leur stratégie. Nous nous sommes assis autour de ma petite table de salle à manger, nous passant les boîtes de nouilles sautées et de porc aigre doux, bavardant sur le travail et la météo. C'était presque comme au bon vieux temps, à l'exception de la tension qui vibrait sous la surface comme des fils à haute tension. Finalement, après avoir fini de manger, Sophie s'est éclairci la gorge. « Maman, nous voulons nous excuser de t'avoir mise sous pression à propos de la situation de la résidence pour personnes âgées, » a-t-elle dit. « Nous réalisons que nous n'avons pas très bien géré ça. On s'inquiétait juste pour toi, » a ajouté Thomas. « Parfois, quand on tient à quelqu'un, on ne communique pas de la meilleure façon. On aurait dû t'inclure davantage dans la planification, » a dit Mathieu. « S'assurer que tu comprennes que nous ne voulons que ton bien. » J'ai écouté leurs mots soigneusement répétés et je les ai reconnus pour ce qu'ils étaient, de la manipulation déguisée en excuse. Ils n'étaient pas désolés de m'avoir traité comme une enfant. Ils étaient désolés de s'être fait prendre. « Pourquoi exactement vous excusez-vous » ai-je demandé. Ils ont échangé un regard, ce même regard qu'ils se lançaient depuis l'enfance quand ils essayaient de coordonner leurs histoires. « Pour ne pas avoir mieux communiqué, » a dit Sophie. « Pour ne pas t'avoir incluse dans nos discussions, » a ajouté Mathieu. « Pour t'avoir donné l'impression que ton avis ne comptait pas, » a dit Thomas. « Mais vous pensez toujours que je devrais aller en maison de retraite ?» Une autre série de regards. « Nous pensons que tu devrais considérer toutes tes options, » a dit Sophie prudemment. « Et vous pensez toujours que c'est à vous de prendre des décisions concernant mon logement et mes finances ?»« Bien sûr que non, » a dit rapidement Mathieu. « Mais nous sommes tes enfants. Nous t'aimons, et s'il t'arrivait quelque chose, c'est nous qui serions responsables de gérer les choses. »« Responsables de gérer les choses », ai-je répété lentement. « Tu veux dire responsable de gérer mon argent ?» Ce n'est pas ce qu'il voulait dire, a dit Sophie, mais sa voix était sèche. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Les masques commençaient à tomber. Je pouvais voir la frustration sur leur visage, l'irritation de devoir maintenir ce semblant de préoccupation attentionnée. « Maman, tu déformes nos paroles, »
a dit Thomas. Nous essayons d'avoir une conversation honnête ici. Vraiment? Parce qu'une conversation honnête impliquerait que vous me parliez de la maison de retraite que vous avez déjà choisie, de l'agent immobilier que vous avez déjà contacté, des plans que vous faites dans mon dos depuis des mois. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mathieu s'est agité inconfortablement. Thomas a fixé ses mains. La mâchoire de Sophie s'est crispée et je pouvais la voir lutter pour garder le contrôle. Nous essayons d'être préparés, a-t-elle dit finalement. Au cas où il t'arriverait quelque chose. Au cas où tu changerais d'avis sur le fait de rester ici. Préparé ou impatient? Ce n'est pas juste, a dit Mathieu. Juste? Je me suis levée et quelque chose dans ma voix les a fait tous les trois sursauter. Vous voulez parler de justice? Est-il juste que j'ai passé 50 ans à me sacrifier pour cette famille et que maintenant vous êtes impatient de m'entreposer en banlieue et d'encaisser l'argent de mon appartement? Est-il juste que vous me voyiez comme un fardeau à gérer plutôt qu'une personne à respecter? Personne ne te voit comme un fardeau? A protesté Thomas. Ne me mentez pas, ai-je dit doucement. J'ai entendu Mathieu au téléphone. Il faut bien qu'elle reste contente. Elle est assise sur tout cet argent. Vous me prenez pour une idiote? Vous pensez que je ne sais pas ce qui se passe? La pièce est devenue silencieuse. Je pouvais entendre le sifflement du radiateur, le bruit de la circulation dans la rue en bas, le tic-tac de l'horloge sur ma cheminée. Mes enfants étaient assis, figés, pris dans leur propre tromperie. Ce n'est pas ce que ça voulait dire, a dit faiblement Mathieu. Alors explique-moi ce que ça voulait dire. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucune explication n'est venue. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, ma voix calme et claire. J'ai transféré mes actifs dans une fiducie. Vous ne pouvez pas y toucher sans ma permission, et vous ne pouvez pas annuler mes décisions concernant mon logement tant que je suis mentalement compétente. J'ai établi des directives anticipées qui spécifient exactement le type de soins que je veux, et cela n'inclut pas d'être expédié en banlieue contre ma volonté. Le visage de Sophie était devenu blême. « Tu as fait quoi ?» « Je me suis protégée, ai-je dit simplement. Comme j'aurais dû le faire il y a des années ? Maman, c'est... Tu ne peux pas juste. Mathieu bégayait, incapable de finir une phrase. Je ne peux pas quoi? Prendre des décisions concernant mon propre argent? Planifier mon propre avenir? Agir comme une adulte compétente plutôt qu'une enfant qui a besoin d'être gérée? Mais s'il t'arrive quelque chose? A demandé Thomas. Si tu as besoin d'aide, alors je chercherai de l'aide. Une aide professionnelle si nécessaire. Mais je prendrai cette décision quand et si le moment vient. Pas maintenant, pas en fonction de votre commodité et de vos plans pour mon appartement. Je me suis dirigée vers mon placard d'entrée et j'ai sorti une enveloppe Kraft que j'avais préparée plus tôt. À l'intérieur se trouvaient des copies de tous mes nouveaux documents juridiques, l'acte de fiducie, les directives anticipées, la procuration que j'avais confiée à un fiduciaire professionnel plutôt qu'à l'un de mes enfants. Ceci explique tout ce que vous devez savoir sur mes nouvelles dispositions, ai-je dit, en tendant l'enveloppe à Sophie. Vous remarquerez que vous n'êtes plus listés comme mes contacts d'urgence. Vous remarquerez également que vous n'avez aucun accès à mes comptes financiers ou à mes informations médicales, sauf si je l'autorise spécifiquement. Sophie a pris l'enveloppe avec des mains visiblement tremblantes. « Maman, c'est extrême. Nous sommes ta famille. La famille ne complote pas dans le dos des autres, ai-je dit. La famille n'engage pas d'agents immobiliers pour vendre la maison de quelqu'un à son insu. La famille ne fait pas de plan pour votre avenir qui ignore vos souhaits et servent leurs propres intérêts. Nous essayons de t'aider, a dit Mathieu, mais sa voix manquait de conviction. Non, ai-je dit, vous essayez de vous aider vous-même, et je le comprends. Je comprends que je vous ai appris à me voir comme quelqu'un qui existe pour résoudre vos problèmes et financer vos rêves. Je comprends que j'ai été une facilitatrice, donnant et donnant jusqu'à ce que vous appreniez à prendre et prendre sans y réfléchir à deux fois. Je me suis rassise à table, mes jambes soudainement faibles mais ma résolution toujours forte. Mais ça s'arrête maintenant, ai-je poursuivi. Je ne donnerai plus d'argent à personne sans un accord écrit et un plan de remboursement. Je ne serai plus disponible pour le babysitting ou la garde d'enfants d'urgence, sauf si vous me le demandez poliment et à l'avance,
et je me réserve le droit de dire non. Et je n'emménagerai absolument dans aucune résidence pour personnes âgées tant que je n'aurai pas décidé que c'est ce que je veux pour moi-même. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre mon propre cœur battre. Mes enfants étaient assis là, me regardant comme s'ils ne m'avaient jamais vu auparavant. Et peut-être que ce n'était pas le cas. Peut-être n'avaient-ils jamais vu que la version de moi qui existait pour servir leurs besoins. « Qu'est-ce qui a changé ?» a finalement demandé Sophie. « Pourquoi es-tu comme ça ?»« J'ai commencé à m'aimer autant que je vous aime, » ai-je dit. « J'ai commencé à valoriser mon propre bonheur autant que je valorise le vôtre. J'ai commencé à réaliser qu'être une bonne mère ne signifie pas être un paillasson. Mais nous avons besoin de toi, » a dit Thomas. Et pour la première fois, sa voix s'est brisée avec ce qui aurait pu être une émotion sincère. « Non, » ai-je dit doucement. « Vous avez besoin de mon compte en banque. Vous avez besoin de mon babysitting gratuit. Vous avez besoin de quelqu'un à blâmer pour vos problèmes et de quelqu'un pour vous sortir de vos erreurs. Mais vous n'avez pas besoin de moi. Vous l'avez rendu très clair. » Mathieu s'est penché en avant sur sa chaise. « Ce n'est pas vrai, maman. Nous t'aimons. Je sais que vous m'aimez, » ai-je dit. De la même manière que vous aimez un restaurant préféré ou un fauteuil confortable. Quelque chose de fiable et de familier qui est toujours là quand vous en avez besoin. Mais ce n'est pas le genre d'amour qui entretient les relations, Mathieu. C'est le genre d'amour qui les tue. Nous sommes restés en silence un long moment. Dehors, j'entendais le bruit de la neige qui tombait contre mes fenêtres, le bourdonnement lointain de la ville qui s'installait pour la nuit. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» a demandé Sophie. « Maintenant, c'est à vous de décider, » ai-je dit. « Vous pouvez accepter que je suis un être humain adulte avec le droit de prendre mes propres décisions, même si ces décisions vous dérangent. Vous pouvez apprendre à avoir une relation avec moi, basée sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Vous pouvez commencer à me voir comme Éléonore au lieu de simplement maman. »« Ou ?» a demandé Mathieu. « Ou vous pouvez continuer à essayer de me manipuler et de me contrôler. Et nous pouvons devenir des étrangers qui partagent juste de l'ADN, » ai-je dit. Ce n'était pas une menace. C'était juste un fait. J'avais passé trop d'années à être invisible pour les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Je ne passerai pas les années qu'il me restait à être leur victime. Ils sont partis ce soir-là sans dire grand-chose de plus. Sophie a pris l'enveloppe des documents juridiques, Mathieu a marmonné quelque chose sur le besoin de temps pour digérer tout ça, et Thomas m'a fait un câlin maladroit en disant qu'il m'appellerait bientôt. Mais en les regardant descendre les marches de mon perron dans la neige, j'ai réalisé que je me fichais un peu qu'ils appellent tout nom. Pour la première fois depuis des décennies, mon bonheur ne dépendait pas de leur approbation ou de leur affection. J'étais libre. Les semaines suivantes furent les plus solitaires que j'ai jamais connues, mais aussi les plus paisibles. Mon téléphone ne sonnait pas constamment avec des requêtes et des exigences. Personne ne passait à l'improviste en s'attendant à ce que je laisse tout tomber pour répondre à leurs besoins. Personne ne me demandait d'argent, de garde d'enfants ou de conseils qu'ils n'avaient aucune intention de suivre. C'était juste moi dans mon appartement, apprenant à être seule sans me sentir seule. J'ai commencé à faire des promenades tous les matins, explorant des quartiers de Paris près desquels j'avais vécu pendant des décennies, mais que je n'avais jamais vraiment vus. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle au centre communautaire et j'ai découvert que j'avais un talent pour peindre les paysages urbains. Je me suis acheté un fauteuil de lecture confortable et j'ai lu les livres que je voulais lire depuis des années. J'ai appris à cuisiner pour une personne, préparant des repas que j'appréciais vraiment au lieu de simplement ce qui était le moins cher et le plus facile. J'ai réarrangé mes meubles pour me plaire à moi-même plutôt que pour accueillir des visiteurs. J'ai acheté de nouvelles plantes et les ai mises devant les fenêtres où elles pouvaient capter le soleil du matin. Lentement, prudemment, j'ai commencé à construire une vie qui était la mienne seule. Mais le vrai test est arrivé en mars, lorsque Emma, ma petite fille, a eu sa fête d'anniversaire pour ses 8 ans. Je n'étais pas invitée, bien sûr. Mais Madame Lefebvre, ma voisine, a mentionné avoir vu Sophie porter des ballons et des cadeaux dans son immeuble, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la petite fille aux cheveux bouclés qui me suppliait de lui lire des histoires. J'ai passé tout ce samedi à me demander si Emma avait demandé où j'étais, à me demander si quelqu'un lui avait expliqué pourquoi mamie Éléonore n'était plus là,
à me demander si je lui manquais comme elle me manquait. Ce soir-là, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le judas et j'ai vu une petite silhouette dans le couloir, tenant ce qui ressemblait à un morceau de papier. C'était Emma. J'ai ouvert la porte rapidement, cherchant du regard Sophie, Mathieu ou Thomas. Mais elle était seule. « Salut, mamie Éléonore », a-t-elle dit de sa voix douce et incertaine. « Maman a dit que je ne pouvais pas t'inviter à ma fête, mais je t'ai fait un dessin quand même. » Elle m'a tendu un dessin au crayon de ce qui ressemblait à 2 bonshommes allumettes, se tenant la main sous un arc-en-ciel. « C'est toi et moi », a-t-elle expliqué. « Tu me manques. » Je me suis agenouillée à sa hauteur, mon cœur se brisant et guérissant en même temps. « Tu me manques aussi, ma chérie. Plus que tu ne l'imagines. Pourquoi tu ne viens plus nous voir ?» a-t-elle demandé. « J'ai fait quelque chose de mal ?»« Oh, ma puce, non, » ai-je dit, la serrant dans une étreinte qui sentait le gâteau d'anniversaire et l'innocence de l'enfance. « Tu n'as rien fait de mal. Parfois, les adultes ne sont pas d'accord sur certaines choses, et ça complique tout. J'ai demandé à maman si tu pouvais venir à ma fête, mais elle a dit que tu étais malade, a dit Emma. « Tu es malade ?» J'ai réfléchi à la façon de répondre. Étais-je malade ? Peut-être que j'avais été malade, malade de complaisance, malade d'abnégation, malade de la maladie d'aimer des gens qui avaient appris à tenir mon amour pour acquis. Je me sens beaucoup mieux maintenant, ai-je dit honnêtement. Tant mieux, a-t-elle dit, et elle m'a tendu le dessin. C'est pour toi. Je l'ai fait spécialement. Après le départ d'Emma, son père Thomas est apparu dans le couloir quelques minutes plus tard, l'air embarrassé et penaud. J'ai scotché son dessin sur mon réfrigérateur. C'était la première décoration que j'accrochais depuis que j'avais repris mon espace. Ce soir-là, Thomas a appelé. « Je suis désolé qu'Emma t'ait dérangé, » a-t-il dit. Elle s'est échappée de l'appartement pendant que j'étais aux toilettes. Elle n'arrête pas de demander après toi. Elle ne me dérangeait pas, ai-je dit. Elle se comportait en petite fille aimante. Une chose que son père pourrait apprendre. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. « Maman, » a finalement dit Thomas. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur la façon dont nous t'avons traité. Et je pense que tu as peut-être raison. Peut-être ? Tu as raison, a-t-il corrigé rapidement. J'en ai parlé à Jennifer, et elle pense que nous t'avons tous prises pour acquises. Elle veut t'inviter à dîner la semaine prochaine. Juste toi, nous et Emma. Pas de programme caché, pas de discussion sur les maisons de retraite ou l'argent, juste un dîner en famille. C'était la première véritable invitation que je recevais depuis des mois. Une invitation sans condition ni motif caché. J'aimerais beaucoup, ai-je dit. Vraiment ? Vraiment. Mais Thomas, si quelqu'un commence à me mettre la pression sur mon logement ou à me demander de l'argent, je pars. Ces conversations sont terminées. Je comprends, a-t-il dit. Et maman ? Merci. De ne pas avoir complètement renoncé à nous. Je sais que nous ne le méritons pas. Tout le monde mérite une chance de faire mieux, ai-je dit. Mais c'est la seule chance que vous aurez. Le dîner avec la famille de Thomas s'est mieux passé que prévu. Jennifer avait fait un pot-au-feu, mon plat préféré, et Emma m'avait fait 3 autres dessins à ajouter à ma collection sur le réfrigérateur. Nous avons parlé de choses normales. L'école d'Emma, le travail de Thomas, des vacances qu'il prévoyait au Cap Ferret. Personne ne m'a demandé d'argent. Personne n'a suggéré que je devenais trop vieille pour vivre seule. Personne ne m'a traité comme un problème à résoudre. Pendant 2 heures, je me suis sentie comme un membre bienvenu de la famille plutôt qu'un fardeau à gérer. Mais Sophie et Mathieu, c'était une autre histoire. Sophie m'a appelée quelques jours plus tard, et je pouvais entendre la colère dans sa voix, même si elle essayait de paraître raisonnable. « Thomas m'a dit que tu avais dîné chez lui, » a-t-elle dit. « Je trouve injuste que tu fasses du favoritisme. » « Je ne fais pas de favoritisme, » ai-je dit. « Je passe du temps avec des gens qui me traitent avec respect. »« Je te traite avec respect, » a-t-elle protesté. « Sophie, lors de notre dernière conversation, tu m'as accusée d'avoir violé ta vie privée parce que j'ai vu des textos sur la vente de mon appartement. Ce n'est pas du respect, c'est de la gestion de crise. J'étais en colère, a-t-elle dit. Les gens disent des choses quand ils sont en colère, et quand tu n'es pas en colère. Quand est-ce que tu appelles juste pour savoir comment je vais? Quand est-ce que tu m'invites à des choses parce que tu veux ma compagnie?
Pas parce que tu as besoin de mon aide? Elle est restée silencieuse un long moment. C'est compliqué, maman. Non, ça ne l'est pas, ai-je dit. C'est en fait très simple. Soit tu veux une relation avec moi, soit tu veux mes biens. Tu ne peux pas avoir les deux. Ce n'est pas juste. Tu me fais choisir entre t'aimer et être pragmatique quant à ton avenir. Je te fais choisir entre m'aimer et me contrôler, ai-je corrigé. Si tu m'aimais vraiment, tu voudrais que je sois heureuse, même si mon bonheur ne correspondait pas à ta convenance. Mais si tu prends de mauvaises décisions, a-t-elle demandé, et si tu dépenses tout ton argent pour quelque chose de stupide, ou que tu tombes dans une arnaque, ou… Alors ce seront mes erreurs à commettre, ai-je dit, et mes conséquences à assumer. C'est ce que signifie être adulte, Sophie. Tu devrais essayer un jour. Elle m'a raccroché au nez. Mathieu a adopté une approche différente. Il s'est présenté à mon appartement un samedi matin avec des fleurs et des croissants de ma boulangerie préférée. Une offre de paix, a-t-il dit avec son plus charmant sourire. On peut repartir à zéro? Je l'ai laissé entrer parce que j'étais curieuse de voir quelle serait sa stratégie. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine, mangeant des croissants et bavardant, et pendant un moment, c'était presque normal. Puis il a commencé à parler de son restaurant. Les affaires ont été très difficiles dernièrement, a-t-il dit. La pandémie a vraiment touché les petits endroits comme le mien. Je ne demande pas d'argent, a-t-il ajouté rapidement en voyant mon expression. Je dis juste que ça a été dur. Je suis désolée de l'entendre, ai-je dit. Le truc, c'est que je pourrais devoir fermer si je ne peux pas payer le loyer ce mois-ci. Et Jennifer vient d'apprendre qu'elle est enceinte, donc Thomas va avoir plus de dépenses. Et Sophie parle de retourner à l'université pour faire son master. Il ne demandait pas d'argent directement, mais le message était clair. Tes enfants ont besoin d'aide, disait-il. Comment peux-tu rester assise sur tout cet argent alors que ta famille a des difficultés? Mathieu, ai-je dit doucement, que t'ai-je dit à propos de me demander de l'argent? Je ne demande pas, a-t-il dit. J'explique juste la situation. Tu manipules, ai-je dit. Tu essaies de me faire sentir coupable de ne pas résoudre des problèmes qui ne sont pas les miens. Son visage s'est légèrement durci. Ce sont tes problèmes, maman. Nous sommes tes enfants. Quand nous souffrons, tu devrais souffrir aussi. Quand vous souffrez à cause de circonstances indépendantes de votre volonté, je souffre, ai-je dit. Quand vous souffrez à cause de mauvaises décisions ou d'un manque de planification, c'est votre problème, pas le mien. Bon sang, maman, quand es-tu devenue si froide? Je ne suis pas froide, ai-je dit. J'ai posé mes limites. Il y a une différence. Poser tes limites, a-t-il répété d'un ton moqueur. Où as-tu appris ce mot? Dans un livre de développement personnel? Je l'ai appris d'un thérapeute, ai-je dit. Quelque chose que tu devrais peut-être envisager. Il est parti sans finir son croissant, marmonnant entre ses dents sur les parents ingrats et la loyauté familiale. Mais je ne me sentais plus coupable. Je me sentais libérée. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à construire une vie qui me semblait authentiquement mienne pour la première fois depuis mes 29 ans. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque où j'ai rencontré d'autres femmes de mon âge qui avaient leurs propres histoires. J'ai fait du bénévolat dans un programme d'alphabétisation, apprenant à lire à des adultes. Je me suis même inscrite à un groupe de voyage pour seniors et j'ai pris mes premières vacances depuis plus d'une décennie. Une semaine en Alsace, où j'ai fait de la randonnée dans les montagnes et mangé dans des restaurants où personne ne me connaissait comme la mère ou la grand-mère de quelqu'un. J'étais juste Éléonore. Une femme avec ses propres intérêts, ses propres opinions, son propre argent à dépenser pour ses propres plaisirs. C'était révolutionnaire. Mais le test final de ma transformation est arrivé en juin, lorsque Sophie a appelé avec ce qu'elle pensait clairement être une nouvelle dévastatrice. « Maman, j'espère que tu es contente, » a-t-elle dit, sa voix amère. « Le restaurant de Mathieu ferme. Il va tout perdre à cause de ton égoïsme. » Je suis désolée d'apprendre pour le restaurant de Mathieu, ai-je dit. Mais mes décisions financières n'ont pas causé ces problèmes commerciaux, et les changer ne les résoudrait pas. Tu pourrais l'aider, a-t-elle dit. Tu as l'argent. J'ai ma sécurité pour la retraite, ai-je corrigé. De l'argent dont j'ai besoin pour mes propres soins en vieillissant,
De l'argent que j'ai économisé en cumulant 2 emplois et en me privant de choses que je voulais pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Nous sommes toujours ta famille, a-t-elle dit. Vraiment? Ai-je demandé. Parce que les membres d'une famille n'essaient pas de s'institutionnaliser les uns les autres contre leur volonté. Les membres d'une famille ne vendent pas les maisons des autres sans permission. Les membres d'une famille ne se traitent pas d'égoïstes pour avoir refusé de se ruiner pour financer les mauvaises décisions des autres. Très bien, a dit Sophie, sa voix aussi froide que le vent d'hiver. Si c'est comme ça que tu le veux, très bien. Ne viens pas pleurer chez nous quand tu seras vieille et malade et que tu n'auras personne pour prendre soin de toi. Je ne le ferai pas, ai-je dit calmement. J'engagerai des soignants professionnels avec l'argent que je n'ai pas prêté à des enfants ingrats. Elle m'a de nouveau raccroché au nez. Mais cette fois, au lieu de me sentir triste, coupable ou inquiète d'avoir perdu ma famille, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. J'étais libre, libre de leurs exigences, libre de leurs manipulations, libre du travail épuisant d'essayer d'acheter l'amour de personnes qui me voyaient comme un distributeur automatique plutôt que comme une personne. Pour la première fois depuis des décennies, je m'appartenais. Ce soir-là, je me suis assise sur mon petit balcon surplombant la Seine, regardant le coucher de soleil peindre les toits de Paris dans des tons d'or et de rose. L'air était chaud et doux, transportant les sons de la ville dans laquelle j'avais vécu pendant des décennies, mais où je me sentais enfin chez moi. J'ai pensé à la jeune femme que j'avais été, pleine de rêves et d'espoir et de la conviction qu'elle pouvait faire une différence dans le monde. Elle était toujours là, ai-je réalisé, enfouie sous des décennies d'abnégation et de désir de plaire, mais toujours là, toujours vivante, toujours capable de rêver. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Madame Lefebvre. « Hélène, ai-je dit quand elle a répondu. Voudrais-tu aller dîner demain? C'est moi qui invite. J'ai trouvé un nouveau restaurant que j'aimerais essayer. J'adorerais ça, Éléonore, a-t-elle dit de sa voix chaleureuse. Devrions-nous inviter quelqu'un d'autre? Non, ai-je dit, me surprenant de la sensation de bien-être que ce mot procurait. Juste nous. Juste 2 femmes qui dînent ensemble parce qu'elles apprécient la compagnie l'une de l'autre. Parfait, a-t-elle dit. Après avoir raccroché, j'ai ouvert la bouteille de vin que je gardais pour la bonne occasion. Le coucher de soleil était spectaculaire. Mon livre m'attendait sur la table à côté de moi, et demain je dînerais avec une amie qui appréciait ma compagnie plutôt que mon compte en banque. Si ce n'était pas la bonne occasion, qu'est-ce que c'était? En sirotant mon vin et en regardant les lumières s'allumer de l'autre côté de la rivière, j'ai pensé à tout ce que j'avais appris au cours de l'année écoulée. Sur la différence entre être aimée et être utilisée. Sur la différence entre être généreuse et être complaisante. Sur la différence entre être seule et se sentir seule. J'avais passé 50 ans à être la mère qui ne disait jamais non, l'épouse qui ne se plaignait jamais, la femme qui s'effaçait pour que tout le monde puisse être plus grand. J'avais confondu l'abnégation avec l'amour, le martyre avec la vertu. Mais j'en avais fini avec tout ça maintenant. Fini d'être invisible, fini d'être prise pour acquise, fini de payer pour une affection qui aurait dû être donnée librement. À 74 ans, j'apprenais enfin à être égoïste. Et il s'avère qu'égoïste ne signifie pas cruel ou insensible. Cela signifie avoir un soi dont on prend soin. Cela signifie reconnaître que vos besoins, vos désirs et vos rêves comptent tout autant que ceux des autres. Cela signifie savoir que vous n'avez pas à mériter l'amour en vous ruinant financièrement ou émotionnellement. 3 mois plus tard, en septembre, Thomas a appelé pour me donner des nouvelles. « Maman, a-t-il dit, je voulais que tu saches que Mathieu a trouvé un nouveau travail. Il gère le restaurant de quelqu'un d'autre maintenant, et il semble plus heureux, moins stressé. Je suis contente de l'entendre, ai-je dit. Et Sophie a décidé d'attendre pour son master. Elle suit une thérapie, en fait. Elle travaille sur certains problèmes. Tant mieux pour elle. Elle voulait que je te demande si tu serais ouverte à l'idée de prendre un café avec elle un de ces jours. Sans ordre du jour, sans drame. Juste un café. J'y ai réfléchi un instant. Sophie était toujours ma fille, malgré tout. Et les gens pouvaient changer s'ils le voulaient vraiment. Dis-lui de m'appeler, ai-je dit. On verra. Et maman?
Je voulais te remercier de t'être défendu. Je sais que ce n'était pas facile, et je sais que nous ne t'avons pas facilité la tâche. Merci de dire ça, ai-je dit. Jennifer et moi voulons t'inviter à la pièce de théâtre de l'école d'Emma le mois prochain. Elle joue un arbre dans le spectacle sur la sensibilisation à l'environnement. Elle a spécifiquement demandé si mamie Éléonore serait là. Je ne manquerai ça pour rien au monde, ai-je dit. Bien. Et maman? Nous t'aimons? La vraie, toi, pas seulement ce que tu peux faire pour nous. J'espère que tu le sais. Je commence à le croire, ai-je dit. Après avoir raccroché, j'ai regardé autour de mon appartement, ma maison, mon sanctuaire, ma place dans le monde. Les murs étaient maintenant peints d'un jaune chaud, une couleur que j'avais choisie parce qu'elle me rendait heureuse. Les meubles étaient disposés pour mon confort et ma commodité, pas pour accueillir des gens qui visitaient rarement. Les étagères étaient pleines de livres que j'avais réellement lus, la cuisine contenait des aliments que j'appréciais vraiment, et le placard contenait des vêtements qui me faisaient me sentir bien quand je les portais. C'était ça, vivre pour soi-même. Pas égoïstement, pas cruellement, mais authentiquement, honnêtement, avec des limites, du respect de soi et la reconnaissance que son propre bonheur compte. J'étais toujours une mère et une grand-mère. Je serai toujours ces choses. Mais j'étais aussi Éléonore, une femme avec ses propres intérêts, opinions et rêves. Une femme qui méritait d'être traitée avec respect et gentillesse. Une femme qui n'avait pas à acheter l'amour ou à mériter l'affection par un don constant. Ce soir-là, je me suis préparé un bon dîner et je l'ai mangé à la lueur des bougies en écoutant du jazz. J'ai lu quelques chapitres d'un livre que j'appréciais. J'ai pris un long bain avec des sels de bain coûteux que j'avais achetés sans autre raison que leur bonne odeur, et je me suis couché tôt dans des draps que j'avais choisis parce qu'ils étaient luxueux contre ma peau. C'était une soirée parfaitement ordinaire, et elle était parfaite parce qu'elle était à moi, entièrement à moi. À vous qui écoutez cette histoire, je veux que vous sachiez quelque chose. Votre valeur n'est pas liée à ce que vous pouvez faire pour les autres. Votre valeur ne se mesure pas à votre utilité ou à votre volonté de vous sacrifier pour les autres. Vous n'êtes pas un prestataire de service, un compte en banque ou un solutionneur de problèmes. Vous êtes un être humain qui mérite l'amour, le respect et la gentillesse simplement parce que vous existez. Si vous avez été traité comme invisible, comme jetable, comme quelqu'un dont les besoins et les désirs ne comptent pas, alors cette histoire est pour vous. Il n'est jamais trop tard pour se réapproprier. Il n'est jamais trop tard pour poser des limites. Il n'est jamais trop tard pour dire non aux gens qui tiennent votre amour pour acquis et oui aux gens qui apprécient votre compagnie pour elle-même. Il n'est jamais trop tard pour cesser d'être un paillasson et commencer à être une personne. Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable à ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui? Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille, pris pour acquis par les personnes qui devraient vous aimer le plus? Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a vécu ce genre de désespoir silencieux, cette lente érosion de soi qui se produit lorsque vous donnez et donnez jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien? Si une partie de cette histoire a résonné en vous, veuillez partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire compte. Votre voix mérite d'être entendue. Et si cette histoire vous a aidé à vous sentir moins seul, si elle vous a donné le courage d'examiner vos propres relations et limites, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Ensemble, nous pouvons nous rappeler que nous méritons tous d'être vus, respectés et aimés pour qui nous sommes, pas seulement pour ce que nous pouvons fournir. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de m'avoir laissé vous ouvrir mon cœur. Et rappelez-vous, on n'est jamais trop vieux pour commencer à vivre pour soi-même.